Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, Y a pas d'âge pour oser en parler. Nos aînés sont-ils tous capables de conduire? Faut-il rendre obligatoire les tests d'aptitude à la conduite, comme dans beaucoup d'autres pays déjà qui existent? Ou on en parle tout de suite. y a pas d'âge pour avoir des cheveux volumineux et denses. Même en hiver, les conseils d'Ariane Goldet dans quelques minutes et sa crinière de lionne. Y a pas d'âge pour s'amuser et se faire des copains avec le Club Colette qui propose des activités gratuites partout en France pour les plus de 60 ans. Sa cofondatrice sera avec nous pour vous le faire découvrir. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de ces émotions qui nous trahissent souvent avec l'âge. La peur, le sentiment d'abandon, la colère sont des émotions qui peuvent nous gâcher la vie. Eh bien, nous allons vous aider à les combattre grâce aux élixirs floraux. Il n'y a pas d'âge pour s'évader, la croisière s'amuse, ça vous dit quelque chose, David? Mais oui. Eh bien, aujourd'hui, on vous emmène en croisière. Vous n'avez jamais essayé, vous allez voir. Nous allons vous donner envie de découvrir une façon de voyager très attractive. Je vous ferai découvrir aussi mon coup de cœur de la semaine. Attention, fou rire en famille garanti avec le jeu Réveille pas mamie. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre les dérives abjectes du placement des enfants dans les foyers. Ces derniers ne répondent plus aux critères de protection des enfants qu'ils sont censés défendre et proposer. Et l'invité qui ne fait pas son âge est cette semaine Popek, le doyen et le plus yiddish des comiques français. Et en plus, il n'a pas sa langue dans sa poche. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Nos aînés sont-ils tous capables de conduire? Conduire, c'est être capable de faire face à un danger imprévu. C'est pouvoir gérer le stress d'une conduite aujourd'hui plus difficile, on est d'accord. Les vélos, les trottinettes. Au Japon, ils ont trouvé une parade. JR Kyushu, la principale compagnie ferroviaire, offre des billets de train en illimité aux personnes âgées et en échange, eh bien, elles renoncent à leur permis. Les accidents de la route impliquant plus d'une personne sur 10 de plus de 80 ans, on peut le comprendre. En Europe, de la même façon, les choses se mettent en place. En Irlande, si vous avez plus de 70 ans, vous devez passer un test d'aptitude. Aux Pays-Bas, si vous avez plus de 75 ans, vous passez un contrôle tous les 5 ans. En Italie, alors là, c'est carrément plus rigide. À partir de 50 ans, vous avez un examen médical tous les 10 ans. Mais en France, en revanche, on ne vous demande rien. Il n'y a pas de limite d'âge pour conduire, ni de test d'aptitude. Est-ce nécessaire d'en imposer? Eh bien, on va poser la question à Marie Martinez, vice-présidente de l'Union nationale des indépendants de la conduite. Bonjour. 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 Alors, Marie, pour ou contre l'obligation d'un test d'aptitude à la conduite à partir d'un certain âge? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée, mais moi j'irais même proposer un test d'aptitude aussi pour pas que les aînés, tout le monde un petit peu. On pourrait faire ça au bout de 10 ans, que tout le monde y passe. Parce que bon, les aînés, en effet, il y a de nouveaux modes de transport maintenant, les trottinettes, etc. Mais bon, nos aînés, avant d'être aînés, ils ont été jeunes, ils ont évolué dans la société comme tout le monde, ils se sont adaptés à la circulation au fur et à mesure. Alors, l'adaptation, elle se fait progressivement à la circulation qui est plus dense qu'il y a quelques années, aux nouveaux modes de fonctionnement, les trottinettes, les trottinettes électriques, les vélos électriques, etc. Mais ceci dit, la petite révision, ce serait bien pour tout le monde. Non, mais je suis bien d'accord. Alors, dans certains pays, Marie, il s'agit d'un test. Dans d'autres, c'est carrément un examen médical. Est-ce qu'une obligation à repasser un test de conduite ne serait pas suffisant pour établir si oui ou non le conducteur connaît toujours les règles de conduite et a les réflexes nécessaires? Alors moi, je proposerais même, en effet, je vais dans votre sens, mais je proposerais même un petit audit de conduite qui serait effectué tous les, par exemple, 5 ans ou 10 ans, comme on veut, plutôt 5 ans. C'est-à-dire au départ tous les 10 ans, et puis au fur et à mesure des années, à partir de 50 ans, on pourrait faire quelque chose tous les 5 ans, mais un audit de conduite, pas sous forme de test, mais plutôt sous forme d'audit, pour aider les personnes à partir dans la réactualisation des connaissances, autant théoriques que pratiques.
Moi, je proposerais plus quelque chose comme ça, mais pas quelque chose où on tape sur les personnes. C'est plus pour les aider. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mais aujourd'hui, si un médecin détecte, pardon, j'ai un chat dans la gorge, détecte une fragilité ou une inaptitude à la conduite chez un patient, est-ce qu'il se doit de le signaler? Ou plus généralement, est-ce qu'il peut imposer aujourd'hui un test de conduite aux personnes d'un certain âge? J'ai jamais eu d'un médecin généraliste, ça n'est jamais arrivé. En sachant que je crois qu'il y a un problème avec le secret médical en plus. Oui, en plus. Oui. Ouais. Donc non, je sais que j'ai eu des audits de conduite à faire passer suite à des annulations de permis pour des personnes qui pouvaient déjà avoir un certain âge, où on devait voir s'ils étaient aptes ou pas à circuler sur la route. Et généralement, écoutez, c'est pas si mal que ça. Ils se sont, comme je vous disais, ils se sont adaptés à la circulation comme tout être humain, comme nous tous. On s'adapte. Alors justement, en tant que monitrice d'auto-école, est-ce que vous vous dites parfois que cette personne ferait mieux de ne pas conduire et vous essayez de l'inciter à s'arrêter? Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'est déjà arrivé sur des personnes, par exemple des audits où j'ai dû faire par demande de la famille, la famille considérait qu'ils étaient peut-être plus très aptes ou qui voulaient avoir la certitude de pouvoir laisser un de leurs parents circuler en voiture. Ça m'est arrivé et eh bien écoutez, jusque-là ça s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que quand j'ai trouvé qu'il valait mieux que la personne utilise les transports en commun ou le taxi ou que la famille l'aide à se déplacer, eh bien ça a été dans le bon sens. C'est vraiment en cas extrême qu'on fait appel à moi. D'accord, mais oui, mais donc dans le cercle familial, ça peut passer, c'est-à-dire que l'information peut circuler. Oui, ça peut passer. Oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait en fait avoir un petit rafraîchissement tous les 10 ans. Pour le code, pour la conduite, les deux. Les deux. Puisque moi je vois souvent, moi je suis dans une ville à Conflans-Sainte-Honorine où la mairie met en place pour les seniors, pour les seniors, elle met en place tous les ans une après-midi code de la route, audit de code de la route, et c'est super. On fait ça avec la police municipale, on est là et ça se passe très bien. Les personnes viennent sur la base du volontariat et on a des salles qui sont remplies et pleines. Et c'est un dispositif qui marche surtout très bien. Et après, on aborde les points litigieux ou qu'ils ne comprennent pas. Alors, pour ne pas stigmatiser les seniors, est-ce que vous ne pensez pas qu'après 30 ans de conduite, par exemple, vers la cinquantaine, on pourrait mettre en place un examen, justement, et ça permettrait de pouvoir repartir pour plusieurs années? Pas un examen. Je trouve non, mais un examen, une remise en état de la conduite et des tests d'aptitude. Tout à fait. Même moi, je proposerais même tous les 10 ans déjà, à partir de la date d'obtention du permis de conduire, tous les 10 ans. D'ailleurs, sur les élèves qui passent, moi j'ai un centre de formation moto, je fais la moto, les élèves qui repassent le code, pour le code moto, qui ressemble beaucoup au code voiture, mais il y a des spécificités moto, eh bien écoutez, lorsque je fais mes journées théorie, les candidats, mes élèves moto, sont super satisfaits de leur journée, où on fait une réactualisation des connaissances générales, et ça porte ses fruits, et c'est à 100% du bonheur. Et ça coûte quelque chose, en fait, de repasser ou de tester son aptitude? Alors, moi, je sais que la mairie de Conflans-Sainte-Honorine le fait gratuitement pour les aînés. Ouais. Et ça pourrait être, par exemple, moi j'imaginais une prise en charge, par exemple, qui pourrait faire une gratuité pour les personnes, mais ça pourrait être, par exemple, la région qui prend en charge ça. Oui, ça coûte pas beaucoup en plus, faire de la session en groupe comme ça dans une salle, vous mettez une vingtaine de personnes pendant 2 heures un après-midi, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Ça pourrait être aussi, par exemple, des assurances qui pourraient inciter à cette mise en place. Exactement. Bon, c'est super. La région, tout. Merci Martine. Merci beaucoup Marie-Martine. Je rappelle que vous êtes vice-présidente des indépendants de la conduite. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme. À l'approche de l'hiver, on a souvent les cheveux raplapla. Pourtant, il existe de nombreux produits efficaces pour retrouver une crinière de lionne. On vous en parle tout de suite avec notre lionne maison. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser et se faire des copains avec le club Colette qui propose des activités gratuites partout en France pour les plus de 60 ans. Sa fondatrice sera avec nous pour vous le faire découvrir. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Yapada. Je suis avec mes deux clowns, Ariane Goldet et David Arthur qui se marrent dans le studio chaque dimanche entre midi et 13h. Alors dans un instant, Yapadage pour s'amuser et se faire des copains avec le Club Colette qui propose des activités gratuites partout en France pour les plus de 60 ans. Mais tout de suite, dans Yapadage pour être en forme et avoir de beaux cheveux volumineux en pleine forme, on vous donne toutes nos astuces, n'est-ce pas, Mais Catherine? c'est important. Le volume des cheveux touche peut-être davantage les femmes que les hommes, quoique quand je vous regarde avec votre brushing tous les dimanches matin. Brushing fraîchement manucuré et balayage californien. Et bigoudi la nuit. Et bigoudi la nuit. Je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est important Mais c'est le d'avoir bigoudi la nuit, de c'est beaux important. cheveux. Et c'est vrai que l'automne, l'hiver, c'est souvent synonyme de chute saisonnière. Les cheveux sont plus fins, un peu raplapla. Mais heureusement, il y a des solutions. Et ce n'est pas Ariane Goldet qui va me dire le contraire. Notre famous spécialiste beauté qui a une réponse à chaque problème. Bonjour Ariane. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour épaissir ses cheveux, donner du volume, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on commence par utiliser des soins capillaires qui sont faits pour ça. Ce sont des lignes qui vont donner du volume et qui vont donner de la densité. Il y a deux types de produits. Voilà. Ceux qui donnent du volume vont permettre aux cheveux de se séparer les uns des autres. Le contraire de l'aimant, vous voyez. Donc, aux racines, donc ça donne du volume. Et les autres qui vont texturiser, ils vont recouvrir les fibres de produits nourrissants, si bien que ça va les épaissir et ça donne plus de densité. Donc vous trouvez tout ça, il y a des lignes complètes en pharmacie avec Chlorane, Lazartic avec la gamme Volumize, Furterer, Phytosolba, et en grande surface vous avez Elseve, L'Oréal Paris, De Sange, voilà. Mais alors, j'imagine, Ariane, que vous avez, au milieu de tous les marques que vous venez de citer, vous avez des produits fétiches dans votre trousse de toilette. Dans sa salle de bain, tu peux pas. Dans sa salle de bain, Oui, qui fait mais plusieurs parce que j'ai centaines un de petit mètres problème de carrés. volume, Voilà, vous avez je un dois problème de volume. l'avouer. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos produits stars, Ariane? Alors, moi, je suis pour. Alors, la mousse volumisante, ça, celle-là, c'est celle bien. de chez Redé Furterer Volumea. Ouais. Alors, vous mettez une noix, hein, pas trop, à la racine. Vous séparez bien avec les doigts. Vous chauffez, si vous voulez, vous donnez un petit coup de séchoir, mais la tête en bas, et c'est formidable. Vous avez aussi, comme je vous ai dit, le spray volumateur aussi. Mais alors, indispensable, je vais vous dire, le shampoing sec. Indispensable. Ah bon? Parce que le sébum est le pire ennemi du cheveu plat, parce qu'il vous aplatit complètement, c'est complètement raplapla. Donc là, prenez le cheveu sec, pchit, pchit, pchit. Vous décollez un peu les racines, vous attendez une minute, tout la blanc, tête hein. en bas et tout, hop, hop, et impeccable, et vous avez... Attention, c'est de la poudre blanche, hein, donc il faut Oui, bien. alors il y en a qui sont de couleur, hein, de couleur pour les cheveux aussi. Pas mal. Là, c'est le shampoing sec au lin volumateur de Chlorane, indispensable, 9,90, ça c'est le truc à avoir. Et puis autre chose à avoir, aussi un grand classique, Trop mignon. vous crêpez les Cette cheveux. petite claque. Moi je fais ça avec un petit peigne à la racine, mettez la tête en bas, toujours. Vous mettez un petit coup d'Elnet, parce que ça, c'est le grand classique, Elnet. Elnet. La Non, laque. mais c'est La formidable. laque laque de de ma nos grands-mères. de ma grand-mère, la laque Oui, de ma c'est la mienne grand-mère. aussi. Mais Je oui, vois que ça vient et de c'est tout très le bon monde. aussi pour les bas qui filent. Oui. Et Pour donc, arrêter. Oui, et pour donc, arrêter. et donc là, hop, vous revenez et ça tient bien le volume et les racines en l'air. Alors justement, je pense que les gestes, il faut bien être précis sur les gestes parce qu'il faut pas mettre ça n'importe comment. Non, alors les gestes sont précis, il faut faire attention. D'abord, pour avoir du volume, il faut déjà avoir des cheveux. Et donc, il faut faire attention à ses cheveux, donc il faut les brosser en douceur. Première La tête chose. en bas. Ensuite, on fait attention à tous les appareils chauffants qui les abîment et qui les font tomber. Donc, vous préférez, si vous pouvez, les sécher à l'air libre en mettant les doigts au niveau des racines pour décoller les racines. Et puis, au dernier moment, vous passez un petit coup de séchoir. Et puis, vous optez aussi, si vous pouvez, pour une coupe courte ou mi-longue, parce qu'il y a moins de poids pour les cheveux. Et le dégradé est très important parce que le dégradé fait de l'épaisseur sur les côtés. Et donc, il y a moins de poids, mais il y a du volume. Et alors, Ariane, est-ce qu'on peut avoir aussi recours à des compléments alimentaires pour avoir une belle crinière? Oui, alors ça, l'alimentation aussi. Oui, l'alimentation. aussi. Alors, on le voit très bien quand on fait un régime strict. Vous voyez tout de suite sur les cheveux et sur les ongles. Donc, vous voyez bien la relation. Donc, on fait pas un régime, on fait attention à son alimentation. On privilégie les protéines, le zinc, le fer, la biotine, c'est-à-dire une vitamine du groupe B. Donc, poisson, volaille, bœuf, des œufs, des oléagineux, des légumineuses, des noix, du yaourt, de l'avocat, de la pierre. Et puis alors, si on veut
avec des gélules avalées. Vous prenez des gélules, de la gelée royale, de la levure de bière, du pollen ou des vitamines du groupe B. Je vous ai choisi ça, Anacaps d'experts de laboratoire Ducret. C'est 11,50 pour un mois et c'est justement pour les chutes progressives chroniques à partir de 50 ans. Bon, exactement ce qu'il nous faut. Bon, c'est pas... Non, David, il est trop jeune. Ah non, pas... non, Non, mais ça va lui faire du bien. Trois Ça va faire cheveux. du bien. Merci Ariane. Alors maintenant, Merci Ariane. David, vous allez nous parler d'une belle initiative pour se faire des amis, sortir, rompre la solitude. Mais en effet, Catherine, J'ai alors pas dit sa petite phrase. je vais vous faire découvrir aujourd'hui un club d'activité pour les plus de 60 ans qui va véritablement vous permettre de vous faire de nouveaux copains, nouvelles copines, en devenant membre du club Colette qui va oser me dire dorénavant que la retraite rime avec ennui. Et pour vous faire découvrir cette nouvelle vie qui s'offre à vous, nous recevons Justine Renaudet, la cofondatrice du club Colette. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Alors Justine, quels sont les 2 axes que votre club propose à ses membres de plus de 60 ans ? Oui, alors Colette, en effet, on propose 2 services. Le club d'activité dont vous avez parlé, mais aussi la cohabitation entre générations. C'est là que tout a commencé, en fait, en développant ce service. Et alors, comment fonctionne le service de cohabitation intergénérationnelle, justement, que vous avez ouvert en 2020, je le rappelle ? Oui, absolument. Alors, le service de cohabitation entre générations, donc pour rappeler, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des hôtes de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. On a développé une plateforme en ligne de cohabitation qui permet à des jeunes de s'inscrire gratuitement sur la plateforme et à des personnes de plus de 60 ans de venir proposer leur chambre en location. Voilà comment ça fonctionne. Et fin 2021, si je ne me trompe pas, vous avez ouvert une section activités pour vos membres. Alors, quelles sont les activités que vous leur proposez ? Oui, absolument. C'est les autres Colette qui ont voulu qu'on crée ce club pour eux et puis on a fini par l'étendre à tous les seniors. Alors les activités, il y en a plus de 500 par mois, c'est très très divers à l'image de la communauté. Oui, on a des cours de langue donnés par des anciens profs, on a du sport, du bien-être, on a des visites guidées culturelles, on a évidemment des moments festifs comme des apéros, des dîners, des goûters, voilà. On a c'est tellement varié. Donc chaque semaine, ils ont combien d'activités à peu près ? Alors chaque semaine, on a un peu plus de 100 activités qui sont soit proposées en présentiel, soit en visio. Ah d'accord. La plupart en fait des activités sont proposées par les membres eux-mêmes. Mais l'équipe Colette est là aussi pour proposer des activités, la plupart en visio, donc des quiz de culture générale, des jeux, voilà, des petites conférences. Et alors justement, Justine, dans quelle ville vous êtes présent et combien de membres avez-vous aujourd'hui au sein du club Colette ? Oui, alors aujourd'hui, on a plus de 25 000 membres dans plusieurs endroits, donc Paris, l'Île-de-France, Lyon, Bordeaux et Nice et Marseille. Voilà. Après, il n'y a pas de zone limitée, mais c'est vrai que pour tout ce qui est activité en présentiel, on est sur ces zones-là. Et pour tout ce qui est visio, bien sûr, d'où que vous soyez en France, vous pouvez y assister. Et l'adhésion au club Colette, elle a un coût ? Alors c'est 100% gratuit. Il y a parfois des activités qui sont payantes, auquel cas il faut régler au moment de l'activité de la main à la main. Okay. Mais le club est 100% gratuit. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup Justine Renaudet. Très sympa. Grâce à vous et au Club Colette, on n'a plus vraiment de raison de rester seul chez soi. Et puis, on se reparlera un peu plus tard dans la saison pour parler de la cohabitation intergénérationnelle, parce que c'est vraiment une très très belle initiative. Tout à fait. Il faut s'inscrire, le site. Alors, il faut s'inscrire sur www.leclub.colette.club. Donc www.leclub.colette.club. Voilà. Et alors moi qui suis allé parcourir la page Facebook du Club Colette, je vois que vraiment, j'ai vu que vous offrez au travers de toutes vos activités et cohabitations, mais alors du bonheur, de la convivialité à vos membres, c'est voilà, ça respire le bonheur. Ils ont besoin, absolument. Donc, bravo pour cette Merci idée, Justine. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de ces émotions qui nous trahissent souvent. Car avec l'âge, eh bien, la peur, le sentiment d'abandon, la colère sont des émotions qui peuvent nous gâcher la vie. Nous allons vous aider à les combattre grâce aux élixirs floraux. Vous allez voir. Et dans Il n'y a pas d'âge pour s'évader, eh bien aujourd'hui, si vous avez un peu de temps libre ou un voyage à organiser, est-ce que vous avez pensé à partir en croisière ? Très bonne idée, David. Excellente idée.
Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme tous les dimanches entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour s'évader, mon cher David. Oui. Vous avez un peu de temps de libre, vous voulez vous offrir un joli voyage, on vous emmène en croisière, fluviale, maritime, il y en a pour tous les goûts. Et vous découvrirez mon coup de cœur ludique, le jeu de société mécanique Réveille pas mamie. Attention, fou rire en famille garanti, mais tout de suite Catherine, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de ses émotions, je crois. Mais oui, absolument, parce que nous avons souhaité vous faire découvrir la florithérapie ou comment gérer ses émotions grâce aux fleurs. Le lien entre les émotions et le végétal date à peu près des années 30, grâce à la découverte du docteur Bach, qu'on connaît bien, médecin, homéopathe anglais. Dans les années 80, c'est Philippe de Roide, entouré de chercheurs et thérapeutes, qui va prolonger et élargir la gamme des élixirs floraux. Et il faut savoir que la préparation des élixirs floraux demande beaucoup de rigueur dans les préparations. Mais cette rigueur, vous allez voir, elle est récompensée par l'efficacité des élixirs floraux sur notre état émotionnel, comme la peur, la colère, l'abandon. Pour vous donner des exemples concrets, eh bien, nous avons demandé à Pascale Millier, docteur en pharmacie, qui a été directrice scientifique et pédagogique pour les laboratoires d'EVA. Bonjour Pascale. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Nous sommes, Merci. mais nous sommes ravis de vous avoir. Alors, Pascale, c'est vrai, on le sait, on le vit tous. Nous sommes tous des boules d'émotions et avec l'âge, elles peuvent vite nous envahir, modifier nos comportements et puis nous amener à un vrai mal-être. Quelles sont les principales émotions que vous traitez en priorité avec les fleurs ? Alors, je dirais, Catherine, puisqu'on est dans l'émission Il n'y a pas d'âge, en introduction, je citerai Bertrand Vergely dans son ouvrage Une vie pour se mettre au monde avec Marie de Henzel qui dit vieillir, c'est s'ouvrir au temps de l'âme. Et les remèdes floraux, ce sont des remèdes de l'âme. Donc, je citerai 3 fleurs pour accepter de vieillir. 3 fleurs qui nous aident à garder notre énergie, notre vitalité. La première, c'est l'amandier, la fleur d'amandier, que vous avez beaucoup dans le sud. Je dirais ensuite le chèvrefeuille pour sortir de la nostalgie et la sauge pour atteindre une certaine maturité, une certaine sagesse, accepter ce qu'on ne peut pas changer, changer ce qu'on peut changer. Et effectivement, on va pouvoir apprendre à gérer avec les fleurs de Bach et les élixirs floraux des émotions comme la fleur de peur, vous l'avez cité. J'ai fonctionné par 3 fleurs. Pour les fleurs de peur, j'en citerai 3 qui sont essentielles et qui nous rendent tous service à un moment ou à un autre. La première, c'est Minulus, pour nous aider à faire face aux peurs que nous connaissons bien, mais que nous avons toujours avec nous, qui se présentent régulièrement, des peurs connues. Je citerai ensuite Aspen, la fleur de tremble, pour les peurs qui sont des peurs, je dirais, par derrière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas mettre de nom. Ça se rapproche plutôt de l'anxiété. Et enfin, je dirais la peur non pas pour soi, mais pour les autres, qui est le marronnier rouge. C'est une peur qu'on connaît tous quand on doit, par exemple, prendre la décision de mettre une personne proche dans une institution. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les émotions, en fait, ont leur fleur. Quelle qu'elle soit. Exactement. On peut entrer dans la subtilité pour un mot comme peur. J'en ai choisi 3 qui me paraissent bien adaptés, mais il y en aurait 10, 12, peut-être 15. Alors Pascal, pour moi qui suis néophyte, comment s'utilisent les élixirs floraux ? Est-ce que ce sont des solutions d'urgence ou des traitements à long terme ? Et sous quelle forme doit-on les utiliser ? Très bien. Alors, ça se prend aussi bien en solution d'urgence. Le plus connu, c'est le fameux remède Rescue du Dr Bach, qui comporte 5 fleurs, qui a été repris par d'autres chercheurs et laboratoires. Là, on est dans l'urgence d'un événement, de quelque chose qui nous stresse, d'une mauvaise nouvelle, et on prend 3 gouttes sous la langue ou dans un verre d'eau, où on applique sur des points comme les poignets, comme la plante des pieds, ou on met même dans un bain pour les personnes les plus jeunes, par exemple, et on répète cette prise autant de fois que nécessaire en espaçant les prises quand on commence à se sentir mieux. Ça, c'est la façon de les utiliser dans l'urgence. Alors, Pascal, vous avez écrit un ouvrage qui
qui s'intitule Le Grand Livre des fleurs de bac et des élixirs floraux aux éditions Erol, où vous citez plus de 150 fleurs, vous donnez des conseils. On peut soi-même, en suivant ce guide, apprendre à gérer nos émotions et en prenant les plantes, les fleurs adaptées? Tout à fait, Catherine. C'est fait pour ça. Bach, qui a trouvé ces fleurs, le disait, c'est avoir une simplicité d'utilisation, une autonomie pour la gestion de ses émotions. On peut les utiliser soi-même, il n'y a aucun risque, puisque le mode de préparation garantit qu'il n'y a pas de molécules biochimiquement actives. On est vraiment dans la subtilité du végétal. Donc on peut, c'est considéré comme INM, c'est-à-dire intervention non médicamenteuse, à tout le monde, quel que soit le traitement. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent et de choisir les fleurs qui correspondent. Donc, dans un ouvrage comme je l'ai souhaité, pratique, aussi pratique que possible, eh bien, on va trouver des références à la colère, par exemple, avec le ou, avec la passiflore, pour faire la paix avec soi-même et avec les autres. On va se quitter sur la paix, Pascal. Merci beaucoup. C'est bien de se quitter en paix. Merci beaucoup, Pascal Millier, pour cette découverte des élixirs floraux. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Grand Livre des fleurs de Bach et des élixirs floraux aux éditions Erol. Et maintenant, Catherine, quel endroit du monde avez-vous décidé de nous faire découvrir cette semaine? Je ne vous emmène pas visiter une ville. Je vous emmène en croisière, mon cher David. Vous avez essayé la croisière? Jamais. Croisière fluviale, croisière maritime. Vous allez découvrir avec moi tout un univers où se mêle la convivialité. Vous savez, ce plaisir de débarquer tous les jours dans un endroit différent, de visiter chaque jour de nouvelles villes, de nouveaux sites. Vous vous levez avec le soleil. Vous êtes sur le pont du bateau pour le coucher du soleil. Je vous assure, c'est une expérience formidable. Bonjour Sarah Gondard. Bonjour Catherine, bonjour David et bonjour aux auditeurs. Merci de m'accueillir dans votre émission. Mais nous sommes ravis. Vous êtes spécialiste des croisières pour Havas Voyage. Alors, on a souvent des clichés sur les croisières. Le gros paquebot avec plus de 1000 personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Sarah, à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui redoutent trop de monde ou un manque d'intimité? Parce que moi, j'ai essayé. Moi, je sais que c'est formidable, la croisière. Ah oui, moi, je pourrais pas plus en parler pendant des heures. Ce que je peux leur dire, d'abord, Catherine, c'est que s'ils ne veulent pas se tromper dans le choix de leur croisière, ils doivent d'abord franchir les portes de nos agences pour qu'on les conseille. Chez Havas Voyage, effectivement, nous avons mis en place des spécialistes. Et moi, ça fait 30 ans que j'apporte mon expertise aux clients qui souhaitent faire une croisière. Des compagnies de croisière, il y en a beaucoup. Il y a des compagnies avec des grands paquebots, comme les paquebots de dernière génération. Et il y a des compagnies de croisière qui ont des bateaux de plus petite capacité. Et c'est vrai que, pour répondre plus précisément à votre question, même sur les navires de dernière génération, comme le Costa Smeralda ou le MSC World Europa, que j'ai eu le plaisir de découvrir au mois d'avril, on trouve toujours un endroit agréable pour se poser et apprécier la navigation. Il faut savoir que même si ce sont des navires de 21 ponts, on y trouve 19 bars et salons, et que c'est vrai qu'il faut le vivre pour se rendre compte que même si c'est grand, on arrive toujours à s'isoler. Absolument. Et alors, si on veut pas partir trop loin, est-ce que on peut essayer la croisière sur un bateau plus petit ou opter plutôt pour une croisière fluviale? Qu'est-ce que vous nous proposez dans ce cas-là? Moi, Sarah, j'ai toujours eu peur de m'ennuyer sur la croisière fluviale. C'est une idée ou... Non, on ne s'ennuie jamais à bord d'un bateau. C'est vrai que c'est régulièrement ce que nous disent les clients. Ils ont peur de s'ennuyer, mais on ne s'ennuie jamais. Parce qu'en fonction du choix, justement, du croisiériste, soit il y a beaucoup à visiter, soit il y a beaucoup pour se distraire à bord. D'accord. Et c'est vrai que la croisière fluviale permet d'avoir des plus petits bateaux, mais d'accéder à des croisières aussi que l'on ne pouvait même pas imaginer. Par exemple, en ce moment, on a mis en avant chez Havas Voyage la croisière Vietnam-Cambodge avec une offre exceptionnelle à 2500 €. Et c'est vrai que cette croisière-là vous permet de partir et de naviguer sur le mythique fleuve Mekong et de descendre jusqu'à Ho Chi Minh. Et c'est vrai que ça ne se raconte pas, ça se vit, vraiment. Et c'est ça votre croisière de rêve à vous, Sarah? Alors, ma croisière de rêve, je dirais que
Ma croisière de rêve, c'est toujours la prochaine, parce qu'on a toujours envie, une fois qu'on a pris goût aux croisières, on a toujours envie d'embarquer à nouveau. Mais c'est vrai que celle qui me fait rêver actuellement, c'est celle sur la compagnie du Pont Nord à bord du commandant Charcot et qui fait la Patagonie jusqu'à Ushuaia et le Cap Horn. Ah, c'est beau. C'est vrai que... Très rapidement, Sarah, très rapidement, est-ce qu'il y a une astuce pour bénéficier d'un tarif accessible à tous en croisière? Voilà. Est-ce qu'il y a un truc pour que ça nous coûte beaucoup moins cher? Alors, il y a toujours des tarifs intéressants pour les croisières. En fait, soit en réservant très tôt, plus de 6 mois avant, soit en dernière minute après embarquer une semaine avant le départ. D'accord. On trouve toujours des bons tarifs. Eh ben génial. On va se quitter sur ce mot sur ce conseil et ce alors, mot. vous avez envie d'essayer? Je vais essayer. Ah bah merci alors. beaucoup Sarah Gondard de nous avoir emmenés en voyage. Merci Sarah, à bientôt. Merci, à bientôt Sarah. À bientôt. Et maintenant David, un petit coup de cœur récréatif et familial. Et oui, alors vous savez Catherine que j'adore les jeux de société, c'est pas un secret pour vous. Eh bien la semaine dernière en promenant dans un magasin spécialisé j'ai été surpris de m'apercevoir que le mot mamie était devenu très très à la mode dans l'univers du jeu de société. Alors de réveille pas mamie à mamie moule maquis en passant par Monique ou course de mamie, tenez-vous bien, des petites mamies articulées pour faire des courses. Oui. Eh bien les mamies sont à la mode et à l'honneur dans les boîtes de jeux. Donc voilà. Et si vous cherchez un cadeau à offrir à vos petits-enfants de 4 à 12 ans et que vous voulez être la reine du bal, la super grand-mère, eh bien je vous suggère Réveille pas mamie. Alors, Réveille pas mamie, il s'agit d'un jeu de plateau mécanique où vous allez devoir enlever des biscuits disposés dans un panier qui sont sur une mamie qui dort dans son fauteuil articulé. Le premier joueur qui collecte 4 biscuits différents remporte la partie. Mais si vous réveillez mamie en prenant de biscuits de trop, patatras, tout explose dans la pièce. Et ça fait rire les enfants, ça fait rire les adultes, on va jouer ensemble. Alors avec Réveille pas mamie de chez Goliath, frayeur et fou rire sont au rendez-vous pour de super après-midi en famille et vous serez la mamie reine du bal. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons passé ce matin dans la matinale contre les conditions d'accueil des enfants placés dans les foyers de l'ASE et le désenfantement que subissent leurs grands-parents à qui on refuse illégalement le droit de s'occuper de leurs petits-enfants. Et Popek, le plus célèbre comique et conteur yiddish de France, sera avec nous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver notre invité de la semaine, le plus célèbre comique yiddish de France, Popek, je vous propose d'écouter le coup de gueule que Y a pas d'âge a poussé ce matin dans la matinale contre les conditions d'accueil des enfants placés dans les foyers de l'ASE et le désenfantement que subissent leurs grands-parents à qui on refuse illégalement le droit de s'occuper de leurs petits-enfants. Elle s'appelait Méline Wissowski, elle avait 11 ans et elle était hébergée en maison d'accueil à Pierrefonds. Et le lundi 23 octobre, Méline a été retrouvée pendue dans sa chambre de la Mex de la Clairière. Elle est décédée le lendemain. Alors, si son placement pour la protéger d'une vie familiale dangereuse ne fait aucun doute, il faut pointer du doigt le nombre exponentiel de suicides d'enfants placés, car les conditions d'accueil dans des lieux censés les protéger sont de plus en plus inhumaines. La violence, les sévices sexuels, le racket et le désamour y sont permanents. Pour parler de ces conditions d'accueil et de ces enfants placés, nous allons recevoir aujourd'hui Jocelyne Gentarelli, la présidente de l'Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles, surtout les grands-parents qui, contrairement à la loi, à qui on refuse, effectivement, contrairement à la loi, d'héberger leurs petits-enfants. Bonjour Jocelyne Gentarelli. Oui, bonjour David. Bonjour. Alors Jocelyne, quelle était la situation de la petite Méline, 11 ans, qui a préféré se suicider plutôt que de vivre dans le foyer où elle avait été placée? En fait, de ce qu'on en connaît, elle a été placée à partir de ses 5 ans. Donc ça faisait 6 ans qu'elle était dans la même maison d'accueil. Suite à une défaillance parentale, ce qu'on en connaît de la famille, le papa avait été condamné pour trafic d'héroïne. Donc on peut comprendre que le placement n'est pas à remettre en cause dans ces conditions-là. Et Par contre, ce qu'on peut remettre en cause tout de suite, c'est les conditions d'accueil. Ils étaient deux, il y avait 2 enfants, donc Méline et son grand frère, et ils ont été séparés
rapidement parce qu'on a constaté, on a décidé que le frère aimait trop sa sœur et qu'il était trop protecteur avec elle. Donc ils ont été séparés. Alors Jocelyne, vous êtes en contact avec des éducateurs du lieu où vivait Méline. Les enfants y étaient-ils bien traités ou y sont-ils bien traités? Et y avait-il des signes avant-coureurs qui auraient pu permettre d'éviter ce drame? Alors, les appels que j'ai eus suite au suicide de la petite Méline sont dramatiques. C'est-à-dire qu'on me dit que dans cette maison d'accueil, qui avait bien fonctionné auparavant, mais qui ne fonctionnait plus de manière très correcte depuis 12 ans, il y a eu des alertes au comité social-économique, au CSE, donc les représentants des personnels. Il y a eu une alerte auprès de la gendarmerie et de la PMI qui sont venus constater les faits. Parce que les enfants, les maltraitances institutionnelles ont été vérifiées, puisqu'on a trouvé des enfants enfermés à clé et ce fameux carré magique. Et quand elle m'a décrit ce qu'était le carré magique, ça fait froid dans le dos. Alors c'est quoi le carré magique? Alors ce qu'elle me décrivait, c'est comme une trappe, un carré de carrelage, comme une trappe technique, avec du fer autour, vous voyez, situé dans une verrière au milieu du hall d'entrée de la maison d'enfants. Et là, on pouvait mettre des enfants à genoux, les mains sur la tête, durant plusieurs heures. Oui, donc on est vraiment dans le sévice. Jocelyne, justement, vous avez enquêté en vous faisant engager dans une maison d'enfants à caractère social, une MEX, en tant qu'éducatrice non diplômée. Je précise bien non diplômée. Oui. Et ce, via une boîte d'intérim spécialisée dans le recrutement d'éducateurs, ce qui est assez rassurant. Dans le foyer où vous étiez, combien y avait-il d'enfants et combien d'éducateurs? Et surtout, étaient-ils tous spécialisés, voire diplômés? Alors, il y avait 43 enfants dans cette maison d'enfants, de 6 ans à 18 ans, voire 20 ans. Et nous étions 6 éducateurs. Sur 6, ce que j'ai pu constater, il y en avait 2 de diplômés. Les autres venaient tous des agences intérimaires. Et la nuit, 2 veilleurs de nuit. Et alors, quel est le quotidien de ces enfants? Est-ce qu'ils vont systématiquement à l'école, par exemple? Non. Alors, on peut les déscolariser dès l'accueil parce qu'on va dire qu'on les évalue. Ou alors, on ne va pas les scolariser parce qu'il y a un manquement au niveau des vaccins, des vaccinations. Enfin, il y a diverses raisons pour ne pas scolariser des enfants. Des mises aux airs, des déplacements. Vous voyez, donc le parcours scolaire de ces enfants est très chaotique. Alors, on l'entend dans votre témoignage, effectivement, les conditions ne sont pas optimum, voire sont catastrophiques. Pourquoi autant d'enfants sont placés dans des lieux pas adaptés aux enfants et avec un personnel pas formé et qui, en plus, aujourd'hui, est démuni et épuisé? Alors, de ce qu'on connaît, de ce qu'on entend, c'est que on est sur des quotas en fait financiers. Pour maintenir un équilibre financier, vous imaginez une maison d'enfants avec 32 enfants, par exemple. Eh bien, il y a des recettes et des dépenses. Pour équilibrer le budget, il faut qu'il y ait autant d'enfants tout le temps. En fait, il faut toujours que le nombre soit respecté, 32 enfants, pour suivre le fonctionnement. Donc, c'est des valeurs économiques. Comment vous dire, ça permet pas aux enfants, par exemple, qui devraient sortir du placement. S'il y en a pas un en face qui rentre à sa place, eh ben on va faire perdurer le placement de l'enfant pour équilibrer le budget. Oui, donc vous le précisez, l'enfant est une denrée économique, un quota, comme finalement le stock d'armes, d'essence que l'armée fait brûler en fin d'année pour pouvoir avoir les mêmes budgets l'année d'après. Voilà. Merci énormément, Jocelyne Jontarelli. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Vous vous battez pour que les enfants et pour les grands-parents qui sont désenfantés puisqu'on leur refuse d'héberger leurs petits-enfants au profit d'un placement dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Et je tiens juste à rappeler quelque chose. Demain, nous sommes le lundi 20 novembre, soit 4 semaines jour pour jour après le suicide de Méline. Et demain, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Alors, fort de ce que vous venez d'entendre, comment dans un pays dit civilisé comme la France, les conditions d'accueil des enfants placés peuvent être à ce point des lieux d'abandon où l'amour n'a pas du tout le droit de citer et où la violence, les sévices sexuels et le racket sont quotidiens? Pourquoi ces enfants que l'État protège en les enlevant à leurs parents défectueux ne sont pas confiés à leurs grands-parents comme la loi le préconise? Stop. Vraiment, ce matin, on vous dit stop. Ces enfants ne sont pas des quotas qui permettent de rapporter de l'argent à des conseils départementaux. Et si Madame Brigitte Macron, puisque je sais que vous nous écoutez le dimanche matin et le dimanche à midi, si le rôle de première dame a un sens, peut-être pourriez-vous vous saisir de ce dossier totalement apolitique. Il en va de l'avenir de la France. Ça, c'est vrai. Sud Radio, il n'y a pas d'âge.
Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Popek, qui revient au Théâtre de Passy et en tournée par la suite, bien sûr, car il n'a pas dit son dernier mot, David. Bonjour Popek. Bonjour. Bonjour. Alors Popek, on est très heureux de vous recevoir dans Y a pas d'âge, car en plus de nous faire rire, vous êtes à 88 ans le doyen des humoristes français et vous prouvez tous les jours qu'il n'y a pas d'âge pour être jeune dans sa tête et continuer de travailler en faisant ce qu'on aime. Je voudrais savoir, Popek, où est-ce que vous nous emmenez à travers ce nouveau spectacle? Est-ce que c'est un medley de vos sketchs les plus connus ou est-ce que c'est un spectacle 100% inédit? Vous savez, je dirais comme Aznavour le disait lui-même, si vous faites que des nouvelles chansons, comme vous avez acquis une certaine notoriété, ça n'intéresse personne. Parce que les gens veulent... Il y a toujours une espèce de nostalgie. Ils veulent redécouvrir ce que leurs parents, leurs grands-parents peut-être. Quand on a la chance de traverser plusieurs générations, on a fait forcément des nostalgiques, des gens qui veulent vous voir, vous revoir, vous écouter, vous réécouter. J'ai la chance de tomber dans cet espace, quoi. Quand on a écouté Aznavour, on veut entendre La Maman, on veut entendre Je me voyais déjà, on veut entendre tous ces grands succès. Bien sûr. Vous avez des sketchs mythiques. Oh, je sais pas, mais je me suis toujours adapté à la vie quotidienne, on va dire à la vie quotidienne. Tout ce que je raconte, ce sont des choses qui me sont arrivées à moi et qui, bien souvent, correspondent un peu à tout le monde. Bourvil disait, ma chance, c'est qu'il y a en France des millions de couillons comme moi, des milliers de couillons comme moi, et tout le monde pense que je suis le seul. Eh bien, moi, je pense un peu la même chose. Des râleurs comme moi, voilà, tout le monde. J'ai la réputation d'un râleur. Tout le monde pense que je suis... Voilà. Et il y a en France des milliers de râleurs. Mais c'est ça. Que je suis le seul. C'est ça, vous dites que vous êtes râleur, que vous êtes caustique, mais elle vous vient d'où, cette agressivité du personnage de Popek? Je vais vous dire mieux, mais il y avait une grande journaliste qui s'appelait Jacqueline Cartier, qui dirigeait France Soir, je crois. Bien sûr. Et quand je suis passé à l'Olympia, j'avais fait un sketch où j'avais pris une partenaire, et comme Marion Gamme, à l'époque, ma partenaire n'était pas libre, c'est Arlette Didier qui l'a fait. Arlette Didier était une grande copine de Jacqueline Cartier. Et à la fin du spectacle à l'Olympia, elle lui a dit, bien, je vais te présenter Popek. Cartier a dit, oh non, je ne vais pas le voir, il est agressif et tout. On a dîné ensemble. Et puis, j'ai eu le meilleur article qu'on puisse avoir dans François le lendemain. C'est ça qui est curieux. C'est drôle. C'est vrai que je suis un râleur. Vous savez, avec Coluche, quand on a démarré avec Coluche au Carquois de Paris, le spectacle s'appelait La soirée des ringards. Et j'ai dit au présentateur, en aucun cas tu me présentes comme un ringard. Il s'est fâché, il dit, comment ça me dit la soirée des ringards, je ne suis pas un ringard, tu ne me présentes pas comme un ringard. Donc, tout le monde est ringard dans le Renaud, qui chante 3 chansons, toi, qui chante... je ne suis pas un ringard. Eh bien, tu te présentes tout seul. Eh bien, je me suis présenté tout seul, et là, j'ai eu tellement de succès qu'il m'a fait des excuses après. Alors, il y a une chose qui est très très étonnante chez vous, Popek, c'est que vous êtes un artiste réellement populaire et que vous n'avez jamais été vulgaire. Est-ce que c'est compliqué C'est drôle ce que vous dites, parce qu'un jour, j'ai vu dans gros titre, Popek, populaire, mais pas populiste. Et ben voilà. Mais, voilà. Et alors, est-ce que ça a été compliqué pour vous d'écrire tout au long de votre carrière des sketchs sans jamais, en tenant ce cap, sans jamais glisser vers le vulgaire? C'est une souffrance de tous les jours. Je vous le dis franchement, de tous les jours, de toutes les nuits, sur un mot, je crois que c'est un auteur comme ça, qui a écrit sur Antonio, qui a dit pour trouver un mot nouveau, je m'arrache le cul tous les matins. Moi, je m'arrache les cheveux tous les matins pour trouver un mot nouveau. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. C'est pour ça, alors qu'au début, vous n'aviez pas de chapeau et que maintenant, vous avez cet accessoire indissociable de votre personnage. Oui, c'est bizarre, parce que le chapeau est devenu mythique. Mais mythique pour moi aussi. La preuve, j'ai fait un poème sur ce chapeau qui est très beau, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'a fait. Vous savez, je suis un peu comme Delon.
je parle de Popek à la troisième personne. Parce que l'homme qui vous parle, ça n'est pas Popek. Oui. C'est Herb Stoliotka. Voilà. Alors, Popek, c'est une créature qui est sortie de moi, comme on fait une renaissance, comme un jour, d'un seul coup, j'ai décidé que le prénom de Jean Herbert, le pseudonyme avec lequel j'avais eu tant de prix, joué tant de pièces chez Simon, les 2 premiers prix, et puis ensuite Arthur Miller, Bertolt Brecht et tout ça. Oui. Et donc, dans Rabbi Jacob, en aucun cas, j'ai voulu qu'on mette Popek au générique. J'ai dit Popek, c'est du cabaret le soir, c'est tout, c'est pas mon truc, moi. Et puis, j'avais un très grand impresario qui s'appelait Olga Horstig, elle était l'impresario de Brigitte Bardot, de Michel Morvan, et quand elle est venue me voir au Café Théâtre, elle m'a dit, attention, vous allez être condamné à faire ça. Alors, elle me l'a dit méchamment. Justement, Popek, vous évoquiez vos origines. Je voudrais juste qu'on aille sur quelque chose d'un peu moins amusant. Vous qui avez vécu la Seconde Guerre mondiale, enfant, vous avez porté l'étoile jaune. Quel regard vous portez sur ce qui se passe actuellement et plus particulièrement sur la montée de l'antisémitisme en France? Je vais dire franchement, j'ai eu la chance, je l'ai dit un soir au théâtre, j'ai eu la chance d'entendre la guerre, mais de ne pas la voir de près. Par contre, étant enfant, j'ai vécu et j'ai vu la haine de près. Alors, je dis 2 choses, pas plus que 2 choses. Moi, je suis sociétaire de la SACEM. Et devant la SACEM, devant le bâtiment de la SACEM au Pont de Neuilly, il y a un bronze de Guillaume Apollinaire. Oui. On voit un homme qui un espèce de squelette qui tend les bras et qui détourne la tête. Et l'inscription qui est sur le bronze, quand on a vu la guerre de près, on ne peut que la haïr avec force. Et moi, j'ai rajouté, moi, je n'ai pas vu la guerre de près. Par contre, j'ai vu la haine de près. Et je dis que quand on a vu la haine de près, il faut lui déclarer la guerre de toutes ses forces. Parce que c'est la haine qui amène la guerre. Absolument. Toujours, dans tous les cas. C'est la haine qui a amené la guerre dans tous les cas. Le criminel qui tue, c'est la haine qui l'a amené à tuer. Pour de l'argent ou pour autre chose. Mais c'est la haine qui amène à tuer. Et regardez ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment. C'est la haine. Oui, c'est la haine. C'est la haine. Si on tue votre femme, si on tue votre fils devant vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous venger. Absolument. Eh bien, écoutez, on va se quitter, Popek, sur cette réflexion, effectivement, Et on va rire en venant vous voir. qu'on devrait tous méditer. Merci beaucoup, Popek, d'avoir été avec nous. Je voudrais rendre hommage... Je voudrais rendre hommage à on n'est pas des sauvages. Oui, on n'est pas des sauvages. Et je voudrais rendre hommage à un ami qu'on avait en commun qui était le docteur Pierre Hutt. Voilà, s'il nous écoute. C'était mon frère, mon père. C'était tout à la fois. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez rire et passer un très très bon moment avec nous, on vous invite à courir au Théâtre de Passy voir Popek dans Fini de rire, on ferme, tous les dimanches à 17h. Sortez de chez vous, allez au théâtre pour soutenir les comédiens en ces temps compliqués et vive le théâtre sur Sud Radio. Merci Popek et merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une excellente semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain avec Jean-Marie Bordry dans la matinale et à 12h pour avec un nouveau Catherine coup de gueule. Bully. Bonne semaine. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.